Le département du Gers offre des possibilités variées pour se lancer à la découverte de ces trésors. Difficile d'imaginer qu'il est possible de s'y rendre en bateau. Et pourtant, une croisière fluviale sur la Baïse offre un regard différent sur cette terre généreuse où se côtoie ce que la vie offre de plus noble et de plus authentique. Richesse du patrimoine, plaisir de la table, magie de la fête. Une terre qui a su concilier modernité et respect des vraies valeurs. C'est aussi au bord d'une rivière que la ville d'Auch affiche avec fierté son rôle de capitale historique de la Gascogne. L'enfant du pays y a sa place, D'Artagnan, immortalisé par Alexandre Dumas. D'Artagnan est né à Lupiac, un village médiéval qui fait partie d'un vaste mouvement de création de villes nouvelles amorcé au XIe siècle et poursuivi jusqu'au XIVe. Les historiens ont regroupé ces villages en 3 catégories. Lupiac appartient à celle des Castelnau. 2 autres catégories de villes nouvelles ont transformé le sud-ouest, les Sauvetés et les Bastides. Elles sont l'un des éléments essentiels du paysage gascon et l'un des plus beaux joyaux du patrimoine français. Armagnac, Fezensac, Astarac, ces noms claquent comme des coups de fouet et rappellent qu'au Moyen-Âge, le roi n'avait guère de pouvoir qu'au-dessus de la Loire. Comtes et barons se partageaient le reste du pays. C'était le temps de la féodalité. Ces grandes familles ont donné leur nom aux régions de ce pays, l'Armagnac étant le plus connu. Ce nom vient d'un nom barbare, Armin. Armin était le nom d'un chef de guerre franc qui reçut du pouvoir mérovingien un domaine en Novempopulanie, province romaine correspondant à l'actuelle Gascogne. En allemand moderne, Armin a évolué en Hermann et en français, Armin est devenu Armand. Armagnac signifie donc le domaine d'Armin. Naviguer sur la Baïse permet de découvrir autrement quelques-uns des plus beaux villages médiévaux de l'Armagnac, parmi lesquels figure La Ressingle. La Ressingle ne vole pas son surnom de Carcassonne du Gers. Une Carcassonne, certes en miniature, mais ô combien impressionnante. La Ressingle représente le parfait exemple de village médiéval tel que le conçoit l'imagination populaire. De hauts et épais remparts, entourés de larges fossés, protègent le village. Le seul accès possible est le pont-levis, qui conduit à une porte unique protégée par une herse. À l'intérieur, les maisons sont construites sans plan urbain précis autour de l'église, le cœur de la cité. Les rues sont étroites et sinueuses. Les seigneurs féodaux habitaient d'imposants châteaux forts autour desquels venaient se réfugier les populations. Au XIIIe siècle, la Gascogne se retrouva prise en tenaille entre l'Aquitaine anglaise et le comté de Toulouse,
tombée sous l'autorité des rois de France depuis la fin de la crise des Albigeois. La fondation de villes nouvelles fut pour les seigneurs gascons le moyen de marquer leur indépendance et de conforter leur pouvoir face aux prétentions des rois de France et d'Angleterre. Les grandes familles seigneuriales, telles que les comtes d'Armagnac, participèrent activement à la fondation de nombreux castelnaux et bastides. Montréal-du-Gers est la première bastide de Gascogne. Elle a été fondée en 1255 par Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse. Une bastide est une ville nouvelle fondée de toutes pièces au Moyen Âge, en un lieu où rien n'existait auparavant. Le phénomène des bastides s'étend sur une période de 150 ans à cheval sur le XIIIe et le XIVe siècle, et dans un espace géographique précis, le sud-ouest de la France. La création d'une bastide était un acte volontaire et obéissait à un tracé urbain régulier. Classée en plusieurs catégories, la bastide de Montréal-du-Gers appartient au modèle aquitain. Les rues se coupent en angle droit et forment un damier presque parfait. Il permettait le découpage du terrain en parcelles d'égales dimensions pour les répartir ensuite entre les habitants. Ces derniers devaient construire leurs maisons eux-mêmes. Dans certaines petites rues de Montréal-du-Gers, des passages appelés puntés permettaient de passer d'une maison à une autre par-dessus la rue. Les deux rues principales se croisent sur la place, ou Cara, qui devient le cœur de la vie publique et économique. C'était le lieu du marché et des foires, le mercadial ou foirail. La place est bordée des couverts ou cornières destinées à protéger les passants des intempéries et du soleil. À Montréal, l'église se situe à l'angle des remparts et participe au système défensif, d'où son caractère fortifié. Il n'y a pas de donjon ni de château féodal. Une bastide est administrée par des représentants élus par les habitants, les consuls, et par un représentant du fondateur, le bail. Que de chemins parcourus depuis l'époque gallo-romaine. Comment la région du sud de la France a-t-elle pu connaître une telle évolution conduisant à la création des bastides? Les premières réponses se trouvent sur le site archéologique de Séviac, tout près de Montréal-du-Gers. Découverte au XIXe siècle, cette villa gallo-romaine offre un ensemble exceptionnel de mosaïques. Ces vestiges témoignent de la vitalité économique de cette région au temps de la Pax Romana. Imaginez ces allées de fleurs, ces statues, ces sculptures, qui nous amènent vers la fontaine. Alors, quand il fait très chaud, je dis on entend... Dans cette province, appelée par les Romains Novum Populani, de grandes villes virent le jour. Ville d'art et d'histoire, Lectoure était l'une des plus importantes. Un oppidum gaulois occupait l'emplacement de la ville actuelle. Les Romains ont préféré s'installer en contrebas. Avec les migrations barbares, les grandes villes de Gascogne furent détruites ou abandonnées,
Lectoure retrouva sa position élevée de l'oppidum originel. Des grandes villes romaines, il ne restait plus que des bourgs de dimension réduite, enfermés derrière de puissants remparts. Une grande partie de la population se réfugia dans les forêts. Les routes, les terres cultivables furent abandonnées. Les courses landaises font partie des traditions les mieux ancrées en terre gasconne et les arènes composent aujourd'hui le paysage urbain de nombreux villages. Elles rappellent les origines hispaniques de ces Gascons si fiers. Au 7e siècle, un peuple d'origine ibérique déferla sur le versant français des Pyrénées et s'établit dans la région. Ce sont les Vascons. De leur nom dérive le nom de Gascogne. Au 9e siècle, un autre événement majeur offrit à la Gascogne une tradition cette fois d'ordre mystique. La découverte du tombeau de Saint-Jacques le Majeur à Compostelle fit du Gers le passage obligé des pèlerins et le premier département jacquaire de France. Sur ces chemins empruntés par des milliers de voyageurs furent construits des routes, des ponts, des monastères et des hospices. Seule l'Église avait la capacité de construire de tels ouvrages. Le long des chemins de Saint-Jacques, l'Église créa également des villes nouvelles appelées sauvetées. L'Arromieux est l'une des plus belles du Gers. Sa collégiale du XIVe siècle est inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Le nom de l'Arromieux vient du nom Louroumiou qui signifie le pèlerin. La ville de Nogaro est l'une des plus grandes sauvetées du département. Elle a été fondée par saint Ostinde, archevêque d'Auch, vers le milieu du XIe siècle, sur un alleu que lui vendit le seigneur Guillaume Raymond de Nogaro. L'église de Nogaro est un monument digne d'intérêt, car il a conservé quelques-uns des caractères principaux de son architecture primitive. Aujourd'hui, la ville de Nogaro est célèbre pour son circuit Paul Armagnac. Il accueille régulièrement de prestigieuses compétitions automobiles et motos. Au Moyen Âge, les abbayes possédaient d'immenses domaines, mais elles manquaient de main-d'œuvre pour les exploiter. Fondée en 1151, l'abbaye de Flaran est l'une des mieux préservées du sud-ouest. Elle offre aux visiteurs le magnifique témoignage d'un ensemble cistercien du XIIe siècle avec ses bâtiments monastiques et ses jardins. Désormais, siège de la conservation départementale du patrimoine, l'abbaye abrite de nombreuses expositions temporaires, comme l'exposition Simonov. Sa visite permet également de se faire une idée précise de la vie monacale aux temps médiévaux. Plutôt que de créer une sauveté, la concession d'une partie de leur domaine à un roi ou à un grand seigneur féodal pour y fonder une bastide permettait aux abbayes de récupérer des revenus conséquents. Ainsi, Gilibert, l'abbé de Flaran, conclut un contrat de paréage en 1274 avec le comte d'Armagnac pour fonder la bastide à laquelle on donna le nom d'une ville espagnole, Valence. La fondation d'une bastide résultait ainsi d'un contrat, le paréage, passé entre deux parties. D'un côté, le propriétaire des terrains, qui cédait les terres nécessaires pour y créer la bastide. De l'autre, le fondateur, roi ou puissant seigneur, qui édifiait la bastide et offrait sa protection.
Donner à une bastide le nom d'une ville étrangère célèbre constituait un moyen non négligeable d'attirer les populations à venir s'installer dans la nouvelle ville. Valence-sur-Baïse appartient au modèle de bastide dit armagnaquais. Il se distingue par la position de l'église située sur l'un des côtés de la place et non en retrait, contrairement aux autres bastides. La bastide conserve de très beaux vestiges de ses remparts ainsi qu'une porte fortifiée, la porte d'Espagne. Le village de Fourcès est célèbre pour son marché aux fleurs annuel qui attire les foules, mais également pour la forme circulaire de sa place unique en son genre. Beaucoup présentent Fourcès comme une bastide. En réalité, Fourcès n'est pas une bastide, mais un castelnau. Les castelnaux étaient des villes nouvelles fondées par les seigneurs féodaux en vue d'attirer autour de leur château une population nouvelle. À l'origine, l'emplacement de la place de Fourcès était occupé par un château fort autour duquel se sont construites les maisons. En 1279, le traité d'Amiens fit passer Lagenais et Fourcès aux mains des Anglais. En 1324, le roi d'Angleterre, Édouard II, conclut un paréage entre les seigneurs de Fourcès et annexa la seigneurie à sa couronne en lui accordant des privilèges. Lagenais et Fourcès ne redevinrent français qu'après la guerre de Saint-Sardos, aujourd'hui charmante bastide de Lagenais. Le château fut alors abattu le 13 mai 1488 sur ordre du roi de France Charles VII pour crime et félonie de la part des seigneurs de Fourcès. Il ne sera reconstruit qu'en 1491 à son emplacement actuel. Depuis cette date, Fourcès possède donc une place ronde entourée des couverts et qui en fait l'un des villages les plus pittoresques de France. Quelques vestiges de remparts existent également, dont la porte de l'horloge, surmontée de son beffroi. Dans cette partie du Gers, la vigne recouvre les collines et produit un armagnac au goût de pruneau et au parfum de violette. Construit dans la première moitié du XVIe, le château de Cassaigne était l'ancienne résidence d'été des évêques de Condom. De nos jours, il abrite un chai de vieillissement et un musée de la vigne et de l'armagnac. Ce sont les Romains qui introduisirent la vigne dans la région, mais ce furent les Gaulois qui inventèrent le tonneau et les Arabes l'alambic. Pour administrer leur domaine, les rois nommaient des représentants, les sénéchaux. Eustache de Beaumarchais succéda à Alphonse de Poitiers pour administrer le comté de Toulouse au nom du roi de France. Comme son prédécesseur, Eustache de Beaumarchais fut très actif dans la fondation des bastides. Il chercha ainsi à consolider le pouvoir du roi et à contrer les visées expansionnistes des Anglais, maîtres de l'Aquitaine.
Eustache de Beaumarchais donna son nom à la bastide qu'il fonda le 23 mai 1288 par un paréage avec le comte de Pardiac, Arnaud Guillaume. Le but premier de tout fondateur de bastide était d'attirer le plus grand nombre possible d'habitants. Pour cela, il accordait toute une série d'avantages à tous ceux qui venaient s'y installer. Ces privilèges et libertés étaient consignés dans un document officiel, la Charte de coutume. Cette charte prévoyait aussi que les habitants devaient construire leurs maisons eux-mêmes, ainsi qu'un certain nombre d'édifices comme l'église, les remparts ou les moulins. La construction de l'église constituait une vaste entreprise qui restait parfois inachevée. Ce fut le cas de l'église gothique de Beaumarchais, pourtant massive, imposante et fortifiée. Il s'agit d'une église à nef unique, dominant la vallée de l'Arros et faisant face à la chaîne des Pyrénées. Son clocher ne fut jamais terminé. Gimont donna son nom à un modèle de bastide appelé modèle gimontois. À l'origine, Gimont était le nom de l'abbaye cistercienne proche de la Gimonde, Notre-Dame de Gimont ou Planselve. En 1265, l'abbé du monastère conclut un paréage avec le comte de Toulouse, Alphonse de Poitiers, qui édifia la bastide de Francheville, appelée très vite Gimont, en référence à l'abbaye fondatrice. La ville fut construite sur une crête allongée où fut tracée la grande rue. La forte pente des rues adjacentes obligea à placer la halle à cheval sur l'artère principale, ce qui donne un cachet particulier à la place, centre vital de la bastide. La halle abrite chaque semaine le marché. Gimont est aussi la capitale du foie gras et ses marchés au gras hivernaux sont très réputés. Le foie gras est un mets de choix qui a rendu célèbre la Gascogne. Ce sont les Romains, dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, qui ont su révéler les qualités gustatives du foie des oies qu'ils nourrissaient de figues. Le foie gras, mets de roi à la table de Louis XV, atteint la célébrité avec Louis XVI grâce à une recette de pâté en croûte. Fondée vers 1295, Bassouès appartient aussi au modèle gimontois. Son tracé urbain est structuré à partir d'une rue principale doublée de 2 rues parallèles. La rue principale traverse la place étroite et la halle. Celle de Bassouès fut construite au XVIe siècle. La première chose qui frappe en arrivant à Bassouès, c'est bien évidemment son donjon impressionnant de 43 mètres de haut. Ce magnifique exemple d'architecture militaire flanquait et protégeait le château qui existait alors et fut également appelé Mas ou Tour du Bas en raison de son importance. Une visite permet de se faire une idée fidèle de la vie des seigneurs dans leur donjon. Normalement, il n'existait pas de château fort à l'intérieur des bastides. Cependant, il arrivait que les fondateurs se réservent le droit dans le paréage d'y construire un château ou du moins une résidence.
Ainsi, l'archevêque et cardinal Arnaud Aubert, neveu du pape Innocent VI, fit construire les murs d'enceinte, son château résidentiel et le fameux donjon, achevé en 1371. Le Gers est la terre gardienne des traditions. Sur cette terre vivent ou revivent des gestes que l'on croyait disparus. Le palais gascon était un jeu autrefois très pratiqué au sud de la Garonne. Il consistait à faire tomber un petit piquet de bois appelé quille. À l'origine simple jeu d'adresse, le palais gascon est vite devenu l'objet de paris mettant en jeu de grosses sommes d'argent. Cela lui vaudra d'être interdit par les pouvoirs publics au XXe siècle. Le comité départemental du sport en milieu rural lui a permis de renaître dans les années 80 pour le plus grand plaisir des amateurs et du public. Très souvent fondées pour des raisons stratégiques ou économiques, certaines bastides ont vu le jour pour des questions de sécurité. Le roi Philippe le Bel créa la bastide de Marciac en 1298 dans une région de forêts et de marécages contrôlée par des bandes de brigands. Marciac est la bastide des records. Sa place est l'une des plus grandes de la région. La fondation d'une bastide était source de revenus importants pour les fondateurs. Les habitants payaient une taxe, le cens, pour pouvoir construire leur maison. Sur les marchés, les étrangers à la ville neuve devaient payer un impôt sur les denrées et les marchandises qu'ils venaient vendre en la Bastide. Autre record, la tour d'horloge est la plus haute de tout le Gers. Dans beaucoup de bastides, les églises ont été restaurées au XIXe siècle. Ce fut le cas à Marciac et son clocher atteint désormais le record de 90 mètres de haut. À Marciac, c'est dans l'église qu'en 1222 furent proclamées les coutumes de la Bastide par le comte devant ses chevaliers réunis. Marciac est aujourd'hui mondialement connu pour son festival de jazz qui a lieu chaque été. Un musée est même consacré à cette musique d'outre-Atlantique. Situé entre Marciac et Mirande, le petit village de Tillac est un castelnau établi sur le modèle du village rue. Au Moyen Âge, les cornières existaient autour de la place, mais également le long des rues principales. Dans la plupart des cas, les contraintes de la circulation automobile ont entraîné la destruction de ces cornières de rue. Celle de Tillac demeure donc un exemple rare. Les couverts bordent la grande rue et offrent une belle perspective sur la tour porte de ville.
Mirande inaugure un nouveau type de bastide, les bastides de modèle gascon. Ce modèle se distingue par 3 caractéristiques. L'absence de carrés rousses ou rues secondaires regroupant les îlots, une place de grande dimension carrée ou rectangulaire et occupant une position centrale, et enfin la position de l'église qui est située en retrait par rapport à la place dont elle est séparée par un îlot d'habitation. Le seigneur Bernard IV d'Astarac et l'abbé de Berdoues sollicitèrent Eustache de Beaumarchais pour créer les bastides jumelles de Lézian et d'Esparsac qui devinrent Mirande et Pavie. L'abbé de Berdoues se fit ériger une maison sur la place de Mirande. Il en reste le haut de la tour carrée. Le comte d'Astarac fit de même et se fit construire une résidence seigneuriale dans la bastide. Une tour carrée en briques s'élevait au-dessus, servant de donjon. C'est la tour dite de Rohan. L'église de Mirande est l'un des vestiges les plus impressionnants du Moyen-Âge. Elle a été construite dans des proportions monumentales. Le clocher est épaulé par 2 arcs-boutants qui enjambent la rue. La chose fut assez remarquable pour que Victor Hugo, de passage à Mirande, la dessine. L'église est séparée de la place par plusieurs îlots de maisons. Comme sa voisine Marciac, Mirande est célèbre au-delà des frontières nationales pour un festival. Son thème trouve son inspiration de l'autre côté de l'océan, mais dans un registre différent, la country music. La bastide de Baran a été fondée en 1279 par un paréage entre l'archevêque d'Auch Amanieu II et le comte d'Armagnac Géraud V. La bastide conserve une partie de ses remparts et de ses douves. Une porte surmontée d'une tour fortifiée marque l'entrée de la ville. Les bastides, conservant ainsi des vestiges significatifs de remparts, sont rares, car la bastide était avant tout une ville ouverte, sans murailles. Ces dernières ont été bien souvent construites après la fondation de la ville. L'église de Baran possède un clocher hélicoïdal très rare lui aussi. La légende voudrait que des vents violents soient à l'origine de cette particularité. La bastide de Cologne fut fondée le 26 mars 1284 par un paréage entre Eustache de Beaumarchais et Odon de Téride, seigneur des lieux.
la charte de coutume, fut accordée en 1287. La halle carrée, au centre de la place, est l'un des joyaux de Cologne. Elle fut reconstruite au XVIe siècle, mais offre un exemple typique des halles gasconnes. Au-dessus de la halle se trouve la maison des consuls, où ces derniers se réunissaient pour administrer les affaires de la ville. Elle est elle-même surmontée d'un clocheton assimilable à un beffroi. La halle abritait les mesures à grains qui étaient un équipement public. Elle servait pour les jours de marché et la charte de coutume punissait d'une amende quiconque se servait de faux poids ou de fausses mesures. La place est entourée des traditionnelles cornières ou couverts. À la limite de la Lomagne, pays de pierre, et de la Gascogne toulousaine, pays de briques, Cologne marie dans l'architecture des maisons ces deux matériaux. Vers 1289, le roi d'Angleterre, Édouard Ier, fonda la bastide de Saint-Clar par un paréage avec l'évêque de Lectoure, Géraud de Montlézon. Dans le cas de Saint-Clar, la bastide fut constituée par la création d'un nouveau quartier à l'écart d'un castelnau préexistant. Effectivement, un château existait depuis 1277. Les maisons ont été construites autour, constituant le castelnau. Les rues ne se coupent pas en angle droit et sont étroites. Au contraire, les rues de la Bastide sont bien droites et se coupent en angle droit. Plus tard, le castelnau et la Bastide furent reliés par un troisième quartier. Cette configuration particulière offre à Saint-Clar un élément unique. La Villeneuve comprend deux places. Toutes deux sont entourées d'arcades et couverts. La Bastide de Saint-Clar était l'une des plus importantes du vicomté de Lomagne. Elle reste aujourd'hui la capitale de l'ail blanc. Agriculteur au cœur de la Lomagne gersoise et producteur d'ail, la famille Gamotte décida de créer la Maison de l'Ail. Située à la ferme, dans un vieux chai, la Maison de l'Ail est un lieu de découverte, d'exposition et de vente d'ail. L'origine et l'évolution de Mauvezin sont directement liées à l'histoire gasconne. Frontière entre l'Aquitaine et le comté de Toulouse, son ancienne forteresse, redoutée des alentours, lui valut le surnom de Mauvais Voisin, d'où dérive le nom de Mauvezin. Place forte implantée sur un site escarpé, entre deux cours d'eau, Mauvezin s'est très vite développé selon deux zones distinctes, la ville basse et la ville haute. Dès le XIIIe siècle, la ville possède la structure qui la caractérise aujourd'hui, c'est-à-dire une vaste place d'armes où se rassemblaient les vassaux du vicomté de Fezensaguet. La halle était le centre de la ville haute, ceinte de remparts et protégée par son château fortifié.
La basse-ville, qui, dans sa forme actuelle, date de cette époque, connut une grande extension à la suite de la charte de 1275 et possède la structure d'une bastide. Sur la grande place se tenaient d'importants marchés. Aujourd'hui encore, les places des Bastides sont le rendez-vous obligé des foires et des comices. Solognac reçoit ainsi chaque année la Grande Foire au Vaux-sous-la-Mer, l'un des marchés les plus pittoresques de la région. Solognac est l'une des dernières bastides de la région. Elle fut fondée en 1322 sous le nom de Francavilla ou Villefranche. Ce nom fut transformé en Solognac en hommage à l'un de ses deux fondateurs, Bertrand de Solognac. La halle est de grande taille. Elle possède une particularité importante. Elle abritait la maison communale où se réunissaient les consuls. Celle-ci se trouvait suspendue à l'intérieur de la charpente et non au-dessus comme à Cologne. Bastide de modèle armagnaquais, Montfort du Gers a été fondé en 1275 par le comte d'Armagnac sur une hauteur pour des raisons de sécurité. La région était en proie au brigandage. Le tracé des Bastides épouse le terrain. Pour Montfort du Gers, la rue principale est unique et suit la ligne de crête. Les rues secondaires la coupent en angle droit. Les couverts entourant la place sont constitués par endroits d'appentis plaqués sur les façades des maisons. Les lavoirs étaient situés à l'extérieur de la Bastide, au pied des remparts, ou comme ici, à Montfort du Gers, à quelque distance de la ville. L'église donne directement sur la place. Son clocher octogonal est très typique des clochers gascons. Elle est dédiée à Saint Clément. À l'intérieur, les orgues sont remarquables par leur ampleur et leur tonalité. Ils sont classés aux monuments historiques.
Montfort du Gers se tourne aujourd'hui vers le tourisme vert, mettant à profit son patrimoine d'exception. Un camping accueille les vacanciers qui trouvent dans cette région de multiples activités. Fleurance est une ville aujourd'hui très animée. Elle est l'une des bastides les plus importantes du Gers. Elle a été fondée en 1274 par un paréage entre Eustache de Beaumarchais et le seigneur Géraud de Casaubon. En 1278, Eustache de Beaumarchais accordait la charte de coutume aux nouveaux habitants. L'église date des origines de la bastide. Commencée en 1280, elle fut achevée en 1406 et subit d'importants remaniements au cours des siècles. Elle est située légèrement en retrait, communiquant avec la place par un angle. Cette place est occupée par la halle, reconstruite intégralement au XIXe siècle. Son premier étage abrite la mairie. De nombreuses mairies en bastide se sont installées au XIXe siècle au-dessus de la halle, reconstruite pour la plupart. Fleurance a la tête dans les étoiles. Le hameau des Étoiles, créé non loin de la ville, est ainsi le premier centre de vacances entièrement dédié à la découverte de l'astronomie. Le village de Lavardins est un castelnau dont l'imposant château fut le berceau de la famille des comtes d'Armagnac. Il fut démantelé en 1496 sur ordre de Charles VIII. Les familles d'Albret puis de Navarre succédèrent aux comtes d'Armagnac. En raison des services rendus et de sa fidélité envers la famille de Navarre et du roi Henri IV, Antoine de Roquelaure hérita de Lavardins à partir de 1585. À l'âge de 75 ans, Roquelaure entreprit la reconstruction du château, mais il mourut 5 ans plus tard. L'imposant château se figea à l'état de chantier pour l'éternité. Une page de l'histoire se tournait.
Pour autant, l'esprit des comtes d'Armagnac, de Fezensac, d'Astarac plane encore sur les collines gasconnes, au fond des bois et des forêts, au creux des ruisseaux. L'histoire prend des airs de légende et offre au département du Gers son aura mythique. Les Bastides et autres villes neuves sont le trait d'union entre ce Moyen-Âge en quête d'identité et des temps modernes ouverts sur le tourisme et l'extérieur. Plus d'une cinquantaine de Bastides y sont recensées et aujourd'hui encore, 20% de la population du département vit dans une Bastide. Ces villes neuves du Moyen-Âge sont donc un héritage du passé hors du commun qui continue de vivre et de faire battre le cœur de la Gascogne. Voyager dans les paysages vallonnés de la Gascogne, baigné par une lumière dont la douceur n'a d'égal que la joie de vivre qui émane de ses traditions, permet de découvrir au gré des chemins une autre philosophie de vie, une autre façon d'appréhender le temps. Moderne, traditionnel, gastronome, sportif, culturel, festif, le Gers est tout cela à la fois. Le Gers, du bonheur pour tous les sens.